C'est bon. Donc, André Sobzak, si vous nous entendez, vous pouvez allumer votre micro, ce qui nous permettra d'être sûr que vous êtes parmi nous. Non, toujours pas. Jihan, Oui, est-ce que tu as la main pour activer le micro, le micro. et la caméra Alors, de Sobzak? moi, ce que je peux faire, c'est demander la réactivation du micro et demander à ce que Monsieur Sobzak redémarre sa vidéo, mais Vas-y, il faut fais-le. absolument qu'il accepte en fait Oui, oui, c'est bien. la demande. Parce que- Voilà, c'est fait. Parfait. Je sais que Madame Slaoui Benani est avec nous. Oui, tout à fait, je suis bien là. Et, et on est maintenant à 43 participants. Bonjour. Bonjour André. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Vous nous entendez bien? Tout va bien? C'est parfait pour moi. OK. Voilà. En fait, les enfin, les speakers sont présents. Il est 17h32. C'est Mohamed, qu'est-ce que nous faisons? Et nous avons déjà une cinquantaine de participants. Est-ce que nous attendons encore un peu que d'autres participants rejoignent ou bien est-ce qu'on démarre? Bah, très bien, moi je pense on attend 35, on démarre à 35 puisque c'est prévu 1h30 pour qu'on ne dépasse pas le temps imparti. Parfait. Donc on attend 2-3 minutes encore. En remerciant les participants pour leur patience et pour leur présence. Alors j'en profite parce que je vois ça sur le haut de l'écran. Nous sommes enregistrés, donc je préfère le dire aux collègues speakers. Et nous sommes live sur Facebook. C'est bien ça, Jehan?
Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes live sur Facebook et il y a un enregistrement qui est fait automatiquement. Donc, comme ça, on garde l'enregistrement du webinaire chez nous pour Parfait. archiver. Voilà. Aucun des speakers n'a d'objection particulière par rapport à ça? Merci beaucoup. Et on est déjà live sur Facebook, Jeanne? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Salut également tous ceux qui nous suivent sur ce réseau social. Bon, je crois que nous avons atteint les 65 participants. Donc nous sommes avec une belle croissance. Il est 17h35. C'est Mouafaq, est-ce que... Oui, je pense qu'on peut démarrer. Très bien, très bien. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos intervenants de qualité. Madame Slaoui Benani, vice-présidente de la CGM, et beaucoup d'autres qualités professionnelles par ailleurs. Monsieur André Sobzak, directeur de recherche à Audencia, et vous aussi, vous avez beaucoup de titres qui seraient peut-être trop nombreux à tous citer. Peut-être que vous les expliciterez par la suite. C'est Mohamed Moufaq de l'Université Euromède de Fès, directeur de la Business School de cette très belle université. Et tout à l'heure, nous recevrons également, et nous rejoindra dans une petite demi-heure, M. Michael Lolo, directeur international Audencia Nantes. Donc, à toutes et à tous, et bien entendu à tous ceux qui participent à ce webinaire et qui nous suivent sur Facebook, la bienvenue chaleureuse, et en espérant que cette discussion, ce débat, puisse être bénéfique pour tous. Et en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il traite d'un sujet qui est d'une grande actualité. Alors, je le dis en entrée en matière, nous sommes aujourd'hui dans ce webinaire à l'occasion du grand et beau partenariat que l'Université Euromède de Fès, à travers sa Business School, a noué avec Audencia pour le lancement d'un Executive Master. Donc, il faut se féliciter de cette initiative qui rapproche encore plus les rives de la Méditerranée et qui est rentrée dans l'ADN de l'Université Euromède de Fès, qui, je le rappelle, est placée sous la présidence d'honneur de Sa Majesté le Roi, et qui vise à incarner cette dimension de rapprochement de la Méditerranée au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation, au niveau de l'innovation et au niveau des entreprises. Ce faisant, le partenariat aussi permet de renforcer la jonction entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université. Et je crois que c'était déjà très évident depuis un certain nombre de temps, de décennies. C'est encore plus évident par ces temps de contexte Covid-19, où on a bien vu, et l'Université Euromède de Fès a été, avec d'autres universités au Maroc, très active dans la mobilisation de ces ressources pour contribuer avec le monde de l'industrie pour, au printemps dernier, fabriquer des masques, fabriquer des respirateurs artificiels et mobiliser les intelligences et les cerveaux et les capacités d'innovation de l'université et les mettre en contact, en synergie avec le monde de l'industrie, de la production, le tout faisant une compétitivité plus forte, une résilience, le monde aujourd'hui est très largement à la mode, une résilience plus collective pour faire face aux défis. Dans ce contexte, on sait bien que la compétitivité au sens large du terme, dans un contexte encore plus marqué, comme je le disais, par les circonstances sanitaires que nous vivons, ce n'est plus uniquement
des chiffres et des statistiques, ce n'est plus uniquement du quantitatif, c'est peut-être principalement du qualitatif. Et c'est là où nous sommes réunis aujourd'hui pour faire en sorte de pouvoir réfléchir sur cette dimension de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, dans un environnement qui est en mutation, dans un environnement qui est challenging, pour parler en mauvais français, et qui doit permettre de construire dans cette résilience, une résilience qui est non seulement basée sur une compétitivité quantitative, hein, donc des chiffres, des statistiques, des projections numériques, mais également sur une compétitivité, une résilience qualitative dans laquelle la RSE prend toute sa définition, et peut-être d'ailleurs que le concept même de RSE, Madame Slaoui Benani, avec l'ensemble de ses capacités professionnelles, pourra peut-être nous éclairer à ce sujet, que la notion même de RSE évolue en quelque sorte par rapport au monde tel qu'il est en train de voir le jour aujourd'hui. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je suis particulièrement heureux de pouvoir avoir l'opportunité de modérer. Mon rôle est le plus modeste parmi tous ceux qui ont la parole, mais de modérer un panel où tant de personnalités qui ont une très riche expérience et non seulement une vision globale, mais également hands on the ground au niveau de ce qui se passe sur le terrain. C'est une vraie opportunité dont je me félicite et je me réjouis de pouvoir modérer cette session et déjà hâte d'entendre le débat et de le suivre avec vous toutes et tous. Donc sans plus tarder, je propose de commencer par donner la parole à Si Mohamed Moufaq, qui est l'hôte principal de cette initiative, qui, je le rappelle, est le directeur de la Business School de l'Université Euromède de Fès. Je donnerai la parole à M. André Sovzak, ensuite à Slaoui Benani, et puis, quand il nous rejoindra, M. Lolo, et nous ferons ainsi un premier débat entre les intervenants, suite à quoi nous ouvrirons la salle virtuelle aux questions des participants pour recueillir leurs questions. Et donc, je le dis également, mes collègues de l'Université Euromède de Fès sont à votre disposition sur le service messagerie pour recevoir toutes les questions que les uns et les autres souhaiteraient poser, afin que nous puissions les rassembler et les porter à nos éminents intervenants. Donc, si tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire, et sans plus tarder, je passe la parole à Si Mohamed Moufaq, en demandant peut-être simplement que pendant que l'intervenant parle, si les autres peuvent éteindre leur micro, ça facilite la qualité du son. Merci. Merci pour cette présentation et merci encore une fois d'avoir accepté de modérer cette table ronde que nous avons tenue à ce qu'elle soit entre le monde académique et le monde des entreprises, puisque la RSE est une dimension partagée par les deux types d'intervenants. Je voudrais aussi remercier les 80 personnes qui nous ont rejoints pour suivre cette conférence. Je pourrais dire que les crises sont aujourd'hui des accélérateurs de changement et de vecteurs importants d'innovation. En conséquence, les organisations sont dans la nécessité de définir de nouvelles stratégies pour assurer leur continuité et garder leur leadership. Pour cela, les entreprises et les organisations en général doivent disposer de dirigeants capables de développer, anticiper et réinventer les compétences individuelles et collectives afin de répondre à de nouveaux enjeux liés aux profondes mutations économiques. C'est pour s'inscrire dans cette tendance que notre université, l'UMF, s'est associée avec Audencianon pour lancer l'exécutive MBA d'Audencia sur le territoire marocain. Cette formation vise à accompagner les talents à devenir des acteurs précurseurs du changement et créateurs de performances durables. Je dirais rapidement
5 objectifs à cette formation. Premier objectif, c'est d'accélérer la carrière et donner une dimension internationale aux dirigeants qui souhaiteraient suivre cette formation. Deuxième objectif, c'est de développer leur capacité d'entreprendre, c'est-à-dire permettre aux participants de changer leur vision de l'entreprise en acquérant la maîtrise des enjeux stratégiques, de développer la capacité d'entreprendre, puisque l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat sont aujourd'hui des moyens de faire évoluer sa carrière et nombreux sont les cadres désireux de lancer leur propre projet. Troisième objectif à cette formation de dirigeants, c'est de bâtir un réseau de relations influentes et internationales. Puisque l'MBA d'Audencia bénéficie d'un des réseaux d'anciens élèves parmi les plus dynamiques de France, voire d'Europe. Donc, dès l'inscription, les participants à l'MBA rejoignent un réseau réparti dans le monde entier, dont déjà au Maroc, 420 diplômés d'Audencia qui travaillent déjà au Maroc et peuvent tisser rapidement des relations professionnelles dans le cadre de valeurs, de simplicité et de proximité qui sont le ciment de ce réseau. Quatrième, dernier objectif plutôt de cette formation, c'est aussi l'occasion pour les participants d'activer leur développement personnel, puisque c'est une formation globale qui répond à un besoin, à un projet réel, pour permettre aux participants d'atteindre leurs objectifs, puisque la formation comprend des séances de coaching aussi, car opérer une évolution, un changement, passe nécessairement par une prise de recul et un travail sur soi. Il n'est pas rare que les participants prennent conscience qu'au cours de leur carrière, ils sont parfois passés à côté de certaines choses. Et dans le cadre de cet MBA, ils s'accordent le temps et la distance nécessaires qu'il est difficile d'avoir dans le feu de l'action. Ils sont donc dans une démarche d'évolution. Voilà pour les objectifs de ce diplôme et pourquoi nous l'avons lancé avec Audencia Nantes. Ceci, bien sûr, il n'y a pas au niveau de cette convention simplement le lancement d'un diplôme, mais nous avons prévu aussi l'organisation de conférences et celle d'aujourd'hui est la première conférence qui est organisée dans ce cadre. Et nous avons choisi le premier thème qui est la RSE parce que tout simplement, ce sont deux éléments qui prennent l'attention des deux établissements. Alors, comme vous le savez, pour notre université, l'UMF, la RSE est un des piliers de notre université. C'est un pilier très cher à notre président et qui permet la réalisation d'actions citoyennes en faveur de populations défavorisées, ainsi que la réalisation d'actions de développement durable. Pour Audencia Nantes, mes amis de Nantes en parleront mieux que moi, mais je pourrais dire que aussi la RSE est une des valeurs d'Audencia, parce que l'école a été le premier établissement supérieur, d'après ce que m'ont dit mes amis d'Audencia, à signer le Global Compact de l'ONU pour un enseignement responsable du management, et aussi parmi les premières écoles qui ont créé une chaire RSE dont notre ami André Sobzak est l'animateur au niveau de l'école Audencia. Alors, mes amis, qui me permettent, je ne suis pas spécialiste de la question, mais simplement pour lancer la discussion, de donner une définition rapide de la RSE et dire que la responsabilité sociale est définie comme un concept qui désigne l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. La mise en place d'une stratégie RSE devient de plus en plus importante pour la compétitivité des entreprises. Cette approche leur sera aussi avantageuse sur le plan de la réduction des coûts, de l'accès au capital, des relations avec la clientèle, la gestion des ressources humaines et de la capacité d'innovation. Aujourd'hui, des orientations internationales donnent des indications qui font autorité, en l'occurrence les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les 10 principes définis dans le Pacte mondial des entreprises des Nations Unies, la norme d'orientation sur la responsabilité
social ISO 26000, la déclaration de principe tripartite de l'OIT sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Cet ensemble de principes et d'orientations reconnus internationalement constitue pour la RSE un cadre mondial évolutif qui a été récemment renforcé. Partant de ce qui a été énoncé, la RSE doit couvrir donc les pratiques en matière de travail et d'emploi, telles que la formation, la diversité, l'égalité entre les femmes et les hommes, la santé, le bien-être des salariés, ainsi que les questions environnementales comme la biodiversité, le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et la prévention de la pollution. Et aussi, bien sûr, la participation, le développement au niveau local, l'intégration des personnes handicapées et les intérêts des consommateurs. Mesdames et messieurs, pour terminer, notre questionnement d'aujourd'hui est de savoir si la crise sanitaire doublée de la crise économique va accélérer et approfondir la prise en compte de la RSE par les organisations ou au contraire, les entreprises vont se replier sur elles-mêmes pour gérer d'abord la crise et mettre de côté la RSE. Je laisserai mes amis spécialistes de la question d'en débattre et je vous en remercie. Merci beaucoup, Moufar, pour cette entrée en matière tout à fait explicite et qui fixe le cadre de la discussion. Sans plus tarder, M. Kozak, vos réflexions sur le sujet? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette première conférence. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'y participer et évidemment d'y représenter Audencia qui, comme cela a été évoqué, est engagé depuis longtemps sur ces thématiques-là. Moi, ça fait depuis 20 ans qu'en tant qu'enseignant-chercheur, je m'intéresse à ces thématiques-là et que je travaille avec les entreprises de notre territoire, souvent des PME plutôt, qui sont engagées dans cette responsabilité sociétale. Et depuis 20 ans, j'ai toujours considéré que se préoccuper de la dimension sociale et environnementale n'est pas une contrainte, mais au contraire une opportunité pour l'entreprise afin d'assurer effectivement sa capacité à mieux comprendre les attentes de ces différentes parties prenantes, donc évidemment les investisseurs, mais aussi les salariés, les clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics, la société civile, et que finalement, par cette écoute et cette collaboration avec ces différentes parties prenantes, l'entreprise va stimuler sa capacité d'innover, de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, de revoir sa façon de fonctionner, de créer des partenariats avec les fournisseurs, par exemple, et d'assurer ainsi sa pérennité dans la durée. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Ça nécessite effectivement que les entreprises modifient en profondeur leurs pratiques de management, leur stratégie, et je pense de plus en plus, on le voit aussi, leur modèle économique tout entière pour justement être en cohérence avec les défis socio-environnementaux qui sont de plus en plus visibles, évidemment, à l'occasion de cette crise. Donc, nous avons mené beaucoup d'études dans le cadre de notre chaire RSE avec les entreprises, notamment sur notre territoire, mais aussi au-delà, pour regarder si cette crise a eu un impact sur les pratiques. C'était la question effectivement qui a été posée. Je remercie Mohamed de l'introduire ainsi en fait mon discours, mon étude. Effectivement, on a constaté que, en tout cas pour le contexte français, mais ce sera intéressant d'écouter après les autres intervenants pour voir si c'est les mêmes phénomènes qu'au Maroc, que les entreprises qui étaient déjà engagées dans la RSE ont été plus résilientes à l'occasion de la crise. On a vu par exemple que des entreprises qui avaient un bon dialogue social
interne avec leurs salariés et leurs représentants, les organisations syndicales qui avaient établi des relations de confiance, ont pu s'adapter à une nouvelle organisation de travail, alors que d'autres entreprises qui avaient des relations beaucoup plus tendues avec leurs salariés, parfois étaient obligées même de fermer à cause effectivement de la crise sanitaire. En France, vous avez notamment eu Amazon, qui effectivement en plus est dans les feux de la critique actuellement beaucoup en France, qui effectivement avait un mauvais dialogue social en fait en interne, et finalement les salariés ont dit que si vous nous demandez de venir travailler, on ne se sent pas en sécurité, on a l'impression qu'on prend plus de risques pour notre santé si on vient travailler, et effectivement du coup c'est les tribunaux qui ont décidé de fermer cette entreprise, alors que d'autres PME qui avaient plus l'habitude effectivement d'associer des salariés et donner l'impression en fait qu'elles prenaient au sérieux en fait leurs attentes, pouvaient continuer à travailler normalement. Deuxième exemple, des entreprises qui avaient déjà avant la crise mis en place le télétravail pour à la fois répondre à des attentes de leurs salariés qui parfois cherchent un peu plus de flexibilité, une meilleure articulation avec leur vie privée et leur vie professionnelle. Évidemment, elles étaient plus aptes à continuer à fonctionner même pendant les périodes de confinement en télétravail, parce qu'il y avait déjà cette habitude qui était prise. Souvent aussi, les entreprises qui avaient mis en place le télétravail, c'était aussi pour les questions environnementales, parce qu'évidemment, vous avez beaucoup moins de déplacements et beaucoup moins de temps effectivement, que les salariés passent dans les transports et notamment dans leurs véhicules également. Donc là aussi, c'est plutôt une confirmation et effectivement, ça montre aussi une relation de confiance avec les salariés, parce que ce n'est pas parce que les salariés sont à la maison qu'ils travaillent moins. Troisième exemple que j'aimerais bien citer, c'est des entreprises qui faisaient travailler plutôt les fournisseurs de proximité, alors soit en fait en France ou soit effectivement dans le Maghreb, notamment au Maroc en fait, et qui du coup pouvaient continuer à fonctionner en fait beaucoup plus facilement que des entreprises qui avaient des fournisseurs plus lointains, notamment en Asie et en Chine. Évidemment, en fait, les frontières étant fermées ou en tout cas beaucoup plus difficiles en fait, à passer, c'était plus facile pour des entreprises qui avaient des fournisseurs locaux et qui avaient fait ce choix avant la crise, quitte à payer parfois un peu plus cher leurs fournisseurs, alors que d'autres qui avaient essayé de réaliser des économies de court terme, dans la région nantaise, beaucoup d'entreprises industrielles, par exemple, avaient effectivement quelques fournisseurs en Chine qui, du coup, ne pouvaient plus leur livrer et, du coup, ça a arrêté toute la production, effectivement, de l'entreprise. Donc, ces exemples très concrets ont été confirmés aussi par des études, plutôt au niveau des grandes entreprises, sur le comportement des investisseurs. À l'occasion de la crise, on a vu que beaucoup de grands investisseurs ont renforcé leur investissement socialement et environnementalement responsable. On aurait pu penser que peut-être les investisseurs se recentrent en fait sur la dimension économique et financière, mais c'est pas ce qui s'est passé en fait. Les grands investisseurs anticipent que l'urgence environnementale devient de plus en plus prégnante et que du coup, continuer à investir par exemple dans des entreprises très actives dans des économies très carbonées, le pétrole, le charbon, par exemple, c'est plus considéré comme des industries d'avenir. Et donc, du coup, beaucoup d'investisseurs, effectivement, attachent encore plus d'importance, en fait, à la dimension environnementale en particulier. On voit aussi que le comportement des consommateurs, évidemment, change. À l'occasion de la crise, que de plus en plus de consommateurs se disent finalement, mon comportement peut avoir un impact très direct sur l'emploi. Si je choisis effectivement d'acheter plutôt à des commerçants locaux de proximité, c'est très en actualité actuellement lors du deuxième confinement ici en France, effectivement, je vais permettre à ces commerçants de survivre et de maintenir, voire de développer l'emploi, alors que si j'achète plutôt sur les grandes plateformes de commerce en ligne, finalement, je ne contribue pas du tout en fait, à l'emploi, voire je contribue à détruire en fait, l'emploi local,
d'autant plus que ce sont des entreprises qui, souvent, en fait, payent beaucoup moins de taxes que, justement, les entreprises locales. Et enfin, côté salarié, même si probablement, effectivement, à court terme, on va se trouver face à des difficultés économiques et donc d'emploi, avec probablement, effectivement, beaucoup de personnes qui vont se trouver sur le marché du travail et qui, peut-être à court terme, vont être obligés de rejoindre une entreprise, quelle que soit en fait son image et son engagement en fait dans la RSE. Je pense quand même aussi que là, il y a une prise de conscience de beaucoup de salariés qui disent finalement, je recherche encore plus qu'auparavant le sens dans l'activité que j'ai et que je vais essayer, si j'ai le choix, effectivement, de rester dans une entreprise dont je partage les valeurs et qui fait quelque chose, effectivement, de positif pour l'environnement et la société. Donc, toutes ces raisons, en fait, font que, pour moi, la RSE est plus que jamais, en fait, important. C'est une condition de performance, de capacité d'innovation et de survie, pour moi, des entreprises. Et donc, il faut que les entreprises s'y adaptent. Je pense que tout ce que j'observe effectivement montre que les entreprises sont en train de se transformer ainsi. Et évidemment, les formations, et en premier lieu, évidemment, la formation qu'on vous propose ensemble, doivent intégrer cela parce que les dirigeants qui sont dans les entreprises demain doivent être des dirigeants qui sachent concilier les enjeux de performance économique avec l'urgence sociale et environnementale. Alors, si j'ai encore quelques minutes, je peux donner quelques éléments en fait sur qu'est-ce que ça suppose effectivement en termes de comportement, de compétences, sans être trop long, pour parler effectivement d'une autre étude qu'on vient de terminer sur la manière dont des entreprises qui existent se transforment grâce à la RSE. Notre idée était de dire que, évidemment, on parle beaucoup des nouvelles entreprises qui sont créées, parfois par les jeunes générations qui sont très imprégnées en fait sur les valeurs sociales et environnementales et qui vont tout de suite en fait proposer des produits qui sont complètement responsables, par exemple dans le domaine du textile ou dans l'alimentation. Mais force est de constater que la majorité des emplois se trouvent dans les entreprises qui existaient là. Donc, ce qui est le plus grand enjeu, et le plus grand enjeu aussi, je pense, pour les business schools, c'est d'accompagner les entreprises qui existent à se transformer. Et donc, ce qu'on a regardé, en fait, dans une étude, on est allé dans 7 entreprises plutôt du Grand Ouest de la France qui se sont transformées. Et on a regardé, effectivement, les différents enjeux qui sont posés. Et je veux juste les citer sans forcément rentrer tout de suite dans les détails, parce que peut-être lors du débat, en fait, il y a des questions, on pourra revenir sur certains éléments. Mais on a démontré, en fait, que la transformation supposait d'abord, en fait, des compétences de leadership, donc RH, en fait, dans toutes les entreprises, les dirigeants des entreprises ont joué un très grand rôle, en fait, pour fédérer autour d'eux toutes leurs équipes et les investisseurs pour mener cette transformation. Donc, il y a quelque chose en termes de RH à faire. Toutes les entreprises aussi qui se sont transformées ont travaillé différemment avec des investisseurs. Alors, c'est plus facile quand vous êtes une entreprise familiale qui souvent a plutôt des objectifs de moyen et long terme que si vous êtes une entreprise cotée en bourse. Mais même quand vous êtes coté en bourse, vous pouvez trouver des investisseurs qui sont responsables. Donc, il y a un enjeu sur le financement de l'entreprise. Il y a un enjeu en fait sur le travail avec les fournisseurs. Donc, toutes les entreprises qu'on a observées, elles se sont transformées pas toutes seules, mais elles ont travaillé avec des fournisseurs en fait qui ont investi dans l'innovation de nouveaux produits plus respectueux de l'environnement, par exemple. Et souvent, une PME seule ne peut pas faire ces investissements, elle doit s'allier à d'autres. Quatrième élément, le marketing, les relations avec les clients. Toutes les entreprises qu'on a observées en fait essayent de transformer les relations avec les clients. Et malheureusement, d'ailleurs, en fait, on a constaté que c'était souvent ce qui était le plus difficile. Souvent, les entreprises ont innové, on propose des technologies ou des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, mais il faut aussi financer ces investissements et souvent, ces produits et les offres sont plus chers. Et donc, il y a un vrai enjeu de marketing pour l'attirer. Et enfin, il faut en fait mettre en place des outils de pilotage
de gouvernance en fait pour effectivement suivre et regarder comment l'entreprise se fixe des objectifs. Donc, c'est des enjeux en fait sur lesquels on reviendra plus tard, j'imagine, et qui évidemment sont intégrés dans le programme en fait qu'on propose entre Audencia et Euromed, parce que effectivement, finalement, ça montre bien que quel que soit le métier en fait des dirigeants, demain, les enjeux RSE vont impacter en profondeur en fait leurs compétences, leurs attentes, leurs actions. Merci beaucoup, Monsieur Sobzak, c'était extrêmement intéressant. J'en profite pour saluer l'arrivée parmi nous de Michael Lolo, à qui je donnerai la parole après Madame Slaoui Benani, comme initialement prévu. Monsieur Sobzak, il y a deux mots moi, qui m'ont interpellé. Le mot opportunité, hein, le mot confiance et bien entendu tout le raisonnement que vous avez déployé sur la RSE, non plus comme un choix ou une option, mais comme une nécessité aujourd'hui pour plus de résilience. Je ne peux pas m'empêcher, pour mille et une raisons, qu'il n'est pas de bonne loi de développer ici, parce que ce n'est pas moi le speaker. J'aurais bien aimé les développer d'ailleurs, mais enfin bon, ce n'est pas moi le speaker aujourd'hui. Mais je ne peux pas ne pas noter votre réflexion sur la reconfiguration des chaînes de valeur et la nécessité de s'approvisionner plus localement. Vous savez, quand vous, en France, vous dites localement, on pense que le local, ça comprend le Maroc. Donc, on est dans une logique de nearshoring qui, évidemment, inclut une région, notamment la région méditerranéenne et africaine. Néanmoins, vous avez cité à plusieurs reprises la nécessité pour l'entreprise de suivre cette vision assez large, d'ailleurs, que vous présentez de la RSE. Et quand on prononce le mot entreprise, je ne peux pas ne pas me tourner vers Madame Slaoui Benani parce qu'elle est d'abord chef d'entreprise, donc ça c'est une première bonne raison. Elle est vice-présidente de la CGM, elle est présidente de la commission RSE, je crois que ça s'appelle autrement maintenant, mais vous nous l'expliciterez. Et puis c'est une personne également qui est engagée dans j'allais dire, la société civile à travers une activité associative, donc qui s'intéresse à tout ce qui est éducation, insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment, on n'aurait pas pu trouver mieux pour commenter cette dimension-là. Madame Slaoui Benani, je suis heureux de vous céder la parole. Merci beaucoup, Monsieur Sijmelsi. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous et toutes mes félicitations pour le lancement de ce Executive Master qui englobera un sujet ô combien important et qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je suis avec vous aujourd'hui en tant que vice-présidente de la CGM et présidente de la commission Entreprises responsables et citoyennes. Effectivement, nous avons changé le nom. Elle ne s'appelle plus commission RSE, mais Entreprises responsables et citoyennes parce que justement, on estime qu'il y a certaines évolutions qui font qu'on cherche plus à avoir des entreprises responsables, citoyennes, que des entreprises qui respectent un certain cadre d'une manière un peu rigide, mais on pourra revenir dessus. Peut-être que je vais vous parler un petit peu de la conception et des actions qui sont menées par la Confédération pour développer la RSE au Maroc. Alors, la RSE, c'est un sujet auquel la CGM s'intéresse depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années déjà. Donc, nous avons une commission qui s'intéresse à ce sujet depuis 2006 et nous avons établi dès cette date une charte RSE. Alors, cette charte RSE, elle intègre plusieurs axes qui vont du droit humain aux conditions de travail, au respect de l'environnement, à la lutte contre la corruption, à l'intérêt des clients, bref, vraiment un panel très large, bien sûr l'engagement communautaire aussi et la gouvernance. Donc, c'est une charte plutôt large qui est quand même assez en adéquation avec les lignes directrices de l'ISO 26000. Et cette charte, bien évidemment, est régulièrement actualisée parce que justement, il y a une vraie évolution par rapport à ce sujet. Et nous avons notamment rajouté dans cette charte les problématiques relatives au climat, par exemple, relatives à la gouvernance, relatives à la diversité, et puis des choses plutôt spécifiques à notre environnement économique et dont souffrent nos entreprises, comme par exemple les délais de paiement. Donc, suite à cette charte, la CGM a lancé un label qui s'appelle le label RSE, tout simplement. Et ce label vise à encourager,
à connaître et à reconnaître les entreprises qui, justement, s'inscrivent dans cette démarche RSE. C'est un label qui est assez contraignant, assez difficile à avoir, qui vraiment va dans la logique des 9 axes dont je vous ai parlé et qui, en fait, s'inscrit dans une démarche de progrès. Et ça, je pense que c'est important. On ne devient pas champion de la RSE. Le plus important, c'est cet exercice de progrès. Et donc, ce label est attribué. Ensuite, il y a des plans d'action qui sont définis avec la commission, qui sont révisés à 18 mois, puis à 3 ans, vraiment dans un souci d'apporter quelque chose à cette entreprise et de progresser par rapport à ces questions. On a bien évidemment cherché à viser beaucoup plus d'entreprises que celles qui sont habilitées à être labellisées, parce que ça veut dire qu'elles sont déjà très, très au fait de ces sujets et très intéressées par ces sujets. Donc, nous avons mis en place un site, si vous voulez, de vulgarisation à l'usage de l'ensemble des entreprises qui vont leur mettre à disposition un ensemble d'études, de documents et qui va aussi partager les bonnes pratiques des entreprises qui sont engagées dans cette démarche. On a même développé un outil d'auto-évaluation RSE pour que les entreprises puissent voir où est-ce qu'elles se situent par rapport à ces questions. Et aussi, nous mettons à disposition l'outil du Global Compact qui permet de mesurer l'impact des activités sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et donc, les entreprises peuvent aussi se scorer par rapport à ça. D'autres initiatives que nous avons lancées pour voir vraiment que la CGM s'inscrit de manière très sincère dans cette logique de RSE, nous avons lancé un club des entreprises labellisées. L'objectif étant bien évidemment de mettre en contact ces entreprises entre elles pour pouvoir partager les bonnes pratiques, mais aussi favoriser le contact de ces entreprises avec d'autres entreprises qui ne sont pas encore forcément dans cette dynamique et qui pourraient apprendre de ces entreprises. On a développé aussi un certain nombre de guides sur des sujets clés par rapport à la RSE. On parle de, par exemple, l'inclusion et l'employabilité des personnes en situation de handicap. On parle d'intégration de la diversité culturelle. Donc, on a développé un certain nombre de guides, des études, des enquêtes. Voilà, tout cela est disponible à travers le site. Alors, pourquoi la CGN s'intéresse à la responsabilité sociétale et environnementale? Pourquoi est-ce qu'une confédération s'intéresse à ça? Alors, pour une raison à la fois, entre guillemets, philosophique, et pour une raison plus terre-à-terre et plus économique. La raison philosophique, j'ai envie de dire, c'est que la raison d'être des entreprises est en train d'évoluer. Je pense que dans 15 ans, 20 ans, lorsqu'on dira à nos enfants que les entreprises du début du siècle avaient pour vocation quasi exclusive de générer du profit uniquement, ils nous regarderont avec des gros yeux ronds parce que le monde est en train d'évoluer et l'impact d'une entreprise sur son environnement, son action sur son environnement devient absolument déterminante. Et quand on y pense, comment pouvoir penser une entreprise en dehors de cet environnement-là, sans impact sur son environnement? Donc, déjà, cette première évolution, et on le voit aujourd'hui, il y a des entreprises qui changent de statut, qui sont aujourd'hui des entreprises à mission, donc qui inscrivent des missions dans leur statut au-delà de leur raison d'être sociale, économique. Nous avons des entreprises sociales qui se développent, même chez nous au Maroc, donc qui sont dans une logique d'entreprise et donc de business, mais dont les profits ne sont plus la finalité, puisqu'ils sont soit systématiquement réinvestis dans l'entreprise, soit vont vers les salariés de l'entreprise. Donc tout ça est en mouvement chez nous aussi, et on s'inscrit dans cette logique. Et puis une raison économique. Je pense que nous ne sommes pas dans une approche totalement philanthropique. La RSE permet d'être plus performant, clairement, et c'est quelque chose que les entreprises labellisées avec lesquelles nous échangeons confirment. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, comme cela a été évoqué par d'autres membres de ce panel, il y a des tendances de consommation qui vont vers des choses plus éthiques, plus bio, et plus proches du lieu de consommation. Donc, il y a toute cette tendance qui est en train de s'installer, qui va très probablement s'amplifier suite au Covid et qui nécessite d'être dans cette approche. Pouvoir avoir des labels verts, pouvoir avoir ce genre de choses permet clairement de se différencier par rapport à la concurrence et de se positionner sur des marchés auxquels on ne pourrait pas avoir accès. Avoir cette démarche RSE aussi ouvre beaucoup de financements. Il y a beaucoup de financements verts aujourd'hui qui sont à la recherche de projets de ce type et qui n'en trouvent pas. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, un projet repeint en vert, par exemple, permet de trouver des financements auxquels une entreprise n'aurait jamais eu accès.
Autre raison, par exemple, c'est un grand facteur de différenciation, notamment pour attirer les meilleurs. Nous sommes aujourd'hui face à une génération Y ou Z maintenant, qui est de plus en plus en quête de sens, qui n'a pas du tout envie d'être dans une entreprise uniquement pour avoir un salaire, mais qui a envie de participer à quelque chose. Et lorsque vous proposez à ces jeunes talents des entreprises qui leur permettent de développer cet aspect-là, eh bien, ils auront plus tendance à venir vers vous, et on remarque même parfois à des salaires moindres par rapport à ce qu'il aurait offert par d'autres entreprises. Donc, ce sont des exemples, en fait, pour montrer que cette tendance vers cette logique de RSE à laquelle la CGEM s'intéresse va dans l'évolution des choses naturelles. L'entreprise est en train d'évoluer et également est un facteur de compétitivité comme cela a été souligné. Alors, par rapport à la thématique même de notre journée, donc la RSE post-Covid, déjà aujourd'hui, peut-être souligner que nous ne sommes pas encore post-Covid. Nous sommes encore en plein Covid. Et ce serait peut-être intéressant de voir quelle est la réaction des entreprises pendant ce Covid, en tout cas chez nous au Maroc. Il est très difficile de parler de manière statistique, générale. On est en plein dedans, donc il n'y a pas encore d'études, il n'y a pas encore de choses vraiment très factuelles à dire, mais il y a quelque chose qui se dégage. Vous avez effectivement les entreprises marocaines qui ont une certaine taille, qui étaient déjà dans cette approche RSE et qui ont, grâce à cette logique et cette dynamique qui a été mise en place, réussi à mieux passer, qui est en train de mieux passer cette phase de Covid que d'autres. Quand vous avez toujours été attaché au bien-être de vos salariés, parce que la RSE, c'est ça aussi, hein, c'est tourner vers l'extérieur, mais c'est aussi tourner vers l'intérieur, vers le bien-être des salariés, dans une relation win-win, encore une fois, et pas du tout altruiste, bisounours ou autre. Hein. Donc, quand vous êtes tourné vers ça, forcément, lorsqu'il y a des réductions de salaire, lorsqu'il y a des coupes, etc., eh bien, les salariés ont tendance à mieux le comprendre que lorsque le climat est moins serein. C'est un exemple. Mais j'ai envie de dire aussi qu'on constate qu'il faut avoir les moyens de rester RSE dans cette crise. Les entreprises de plus petite taille qui ont connu des vraies difficultés financières, il est quasiment évident que les premières coupes qui ont été faites sont allées vers des budgets attribués à ce genre de problématiques telles que la RSE. Par exemple, tout ce qui est engagement communautaire, vous avez remarqué que les très grandes entreprises de notre pays ont donné énormément tout de suite pour pouvoir alimenter le fonds Covid. Mais par contre, les petites entreprises et les moyennes entreprises souffrent beaucoup plus et donc ont dû retrancher au contraire de leur contribution par rapport à ça. Donc, pendant le Covid, je pense qu'il y a les grands qui ont bien ancré ça dans leur démarche, qui, eux, ont réussi à en faire une opportunité même. Et vous avez les plus petits, eux, qui sont dans une logique beaucoup plus compliquée de réduction de coûts et où peut-être les dimensions de RSE ont un petit peu été mises plus au placard. Par contre, si on parle de post-Covid, donc après cette phase que je nous souhaite très proche à tous très rapidement, post-Covid, je pense que la RSE va revenir en trompe. Vraiment, c'est quelque chose qui va devenir assez systématique au sein de nos entreprises. De par tout ce qui a été présenté avant moi, par cette évolution des tendances de consommation, de par l'évolution de nos sociétés, de cette prise en compte de tous nos enjeux climatiques, environnementaux, sociétaux, etc. Mais probablement que nous allons aller vers des formes un petit peu différentes. Peut-être que par le passé, la RSE a souffert d'un côté un peu marketing. Il faut être un peu RSE dans certains sujets, etc. Mais là, je pense que nous allons aller vers une RSE beaucoup plus, en tout cas, c'est un avis personnel, dans certaines entreprises beaucoup plus authentique. Et je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit et qui est très juste. Là où la RSE a réellement eu un impact, c'est dans les entreprises où le top management y croit très fortement et où il arrive à faire ruisseler cette conviction au sein de son entreprise. Lorsque c'est fait par une direction de la communication qui veut faire, par exemple, qui veut faire un peu de marketing, qui veut colorer un petit peu RSE, les impacts sont plutôt faibles, voire même parfois contre-productifs parce qu'on finit par vite l'apercevoir. Donc je pense que la RSE va venir plus fort et va revenir plus authentique, sous des formes probablement différentes,
je pense qu'il y aura beaucoup d'innovation sur ce sujet. Nous allons aller vers des nouveaux concepts de responsabilité, d'entreprise responsable et citoyenne. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons changé le nom de la commission. Parce que je pense qu'in fine, l'objectif n'est pas de caler à tel référentiel ou tel autre. L'objectif est d'être une entreprise responsable et citoyenne, tout simplement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Flaoui Benani, pour ce brillant exposé sur l'expérience marocaine, la réalité marocaine, l'engagement de la CGM, ancien et confirmé encore davantage aujourd'hui, avec toutes ces projections sur à la fois l'actualité de la crise Covid dans laquelle nous sommes encore et la projection sur le post-Covid, parce que finalement, toutes les politiques publiques et les stratégies des entreprises doivent bien entendu à la fois gérer le court terme, gérer l'urgence, mais également préparer et anticiper sur les étapes à venir. Alors moi aussi, j'aurais avec vous aussi 1 million de questions sur lesquelles j'aurais aimé rebondir, mais sans plus tarder, je passe la parole à Michael Nolo, à qui je souhaite la bienvenue encore une fois, et que nous sommes très heureux d'entendre. Et puis ensuite, peut-être, après l'intervention de M. Nolo, je me permettrai de relancer un peu la discussion entre les intervenants sur un certain nombre de petits points, avant bien entendu d'entendre les questions de tous ceux qui ont la gentillesse et l'amabilité de nous suivre. M. Nolo, à vous la parole. Merci infiniment et tout d'abord toutes mes excuses de ne pas avoir pu vous rejoindre plus tôt et surtout quand j'entends André et que j'entends Madame Slaoui aussi parler de ces sujets, voilà, j'ai ce regret de ne pas avoir pu entendre toutes ces interventions préalablement et je trouve ça extrêmement passionnant, extrêmement intéressant. Et totalement en lien justement avec le programme Executive MBA qu'on va être amené à lancer en partenariat avec l'Université Euromed. Alors peut-être pour me présenter rapidement, donc Michael Nolo, moi je suis à Audencia depuis une dizaine d'années, après un parcours pendant 10 ans en cabinet conseil RH en entreprise. Donc j'ai été moi-même manager, j'ai travaillé auprès des entreprises à un moment où ces sujets, on ne les embarquait pas réellement. Très franchement, on n'était pas dans ce type de préoccupation, on était plutôt dans des préoccupations de performance économique et financière. D'ailleurs, ça a été l'une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, j'ai été amené aussi à revoir mon engagement pour reprendre les propos qui ont été indiqués par rapport justement aussi au sens que je souhaitais donner à ma carrière. Alors, aujourd'hui, je suis également donc directeur de l'ensemble des programmes MBA à Audencia, en France et à l'international, et qu'on a appelé cette direction de l'ensemble des programmes MBA la MBA Community. Et ce n'est pas qu'une histoire, comment dirais-je, c'est quelque chose de très incarné que je vais essayer d'expliquer en quelques mots pour ne pas être trop long et pour pouvoir aussi ouvrir aux échanges. Mais je voudrais insister en fait sur le fait que cette discussion qui nous a été offerte, elle est fondamentale parce qu'elle donne l'essence même de ce pourquoi je pense que les cadres dirigeants, les talents de potentiel souhaitent et veulent et d'une certaine manière ont intérêt d'une certaine manière à intégrer dans le cadre d'un parcours exécutif MBA. Parce qu'un parcours exécutif MBA, c'est un moment, à titre personnel, de remise en question assez profonde, à la fois de ses connaissances, mais également de ses convictions et de ses cadres de référence. Et c'est d'autant plus important et d'autant plus pertinent dans le monde actuel dans lequel on vit, je dirais un monde de crise, comme nous le rappelle évidemment la crise du Covid, mais un monde qui est en crise depuis déjà plusieurs décennies et qui a été sous couvert de crises successives qui en vient à devenir un monde de la normalisation de la crise et donc de la normalisation de la nécessité de se transformer, de changer. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, ça nécessite une autre forme de mindset. Et je vais peut-être insister sur cette dimension du mindset et donc de la manière dont un exécutif MBA va permettre justement de travailler à cette transformation de son propre mindset. Alors,
Rapidement, il y a différents facteurs, vous l'avez évoqué, je ne vais pas revenir dessus, qui soient environnementaux, que ce soit au niveau économique, financier, technologique, sanitaire. Donc on voit bien tous les motifs qui conduisent nos organisations à vivre dans des environnements extrêmement mouvants, mais on est aussi poussé de l'intérieur aussi à se transformer, vous l'avez évoqué, à travers les individus qui eux-mêmes ont de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations, et dont la question du sens devient de plus en plus prégnante. Vous parliez de génération Z, de génération Y. Aujourd'hui, on parle même de génération alpha, mais au bout du compte, peu importe les générations, nous sommes tous et nous baignons tous dans un monde Z, Y ou alpha, confrontés aux mêmes interrogations, même si sociologiquement, on pourrait considérer qu'on fait partie de la génération baby boomer ou la génération X. Et je me rends compte aussi dans le cadre de mes enseignements, et notamment dans les enseignements auprès des exécutifs MBA, combien la question de la raison d'être à laquelle vous avez fait référence émerge comme une forme de dimension pivot pour les organisations dans le pilotage de leur transformation. Et ça, c'est un élément effectivement assez fondamental qui devient, et on l'observe, et notamment sous l'effet des législateurs, en particulier en France, mais aussi au niveau des individus, un véritable facteur en tous les cas, un levier de performance, qui n'est plus, comme lorsque j'ai commencé auprès des entreprises, un facteur de performance économique, mais vraiment maintenant avec une interrogation de performance sociale et de performance environnementale. Et qui conduit à ces questions de la RSE, et André, qui mieux que André pour embarquer ces sujets-là, en tous les cas, nous, au niveau d'Audencia, parce que c'est aussi sous l'impulsion d'André que ces sujets ont été traités par Audencia depuis plus d'une dizaine d'années, et qu'Audencia est aussi reconnu par rapport à ces questions comme une référence à l'international. Donc ça, c'est un vrai sujet qui pousse l'ensemble de ces dimensions, ce monde en crise, ces difficultés, mais en même temps ces opportunités qui s'ouvrent à travers toutes ces questions. J'ai envie de dire aussi les impensés auxquels on est amené à faire face les uns et les autres sur les métiers qui seront les métiers de demain, d'ici 5 ans, d'ici 2 ans. Il y a un certain nombre de métiers qui existent aujourd'hui sur lesquels on n'avait aucune imagination possible il y a encore une dizaine d'années. Les compétences qui vont être nécessaires pour occuper tous ces métiers conduisent à une forme et poussent l'ensemble des organisations à réfléchir sur elles-mêmes, sur leur propre gestion des compétences, mais poussent aussi des organismes de formation et des institutions comme Audencia et Euromed à réfléchir sur la manière de faire évoluer elles-mêmes leur propre modèle de formation. Parce que l'objectif, c'est réellement de pouvoir, à présent, donner les moyens aux managers de faire face à l'ensemble de ces crises. Et il n'y a rien de péjoratif quand je parle de crise, je parle de crise en état de fait et en termes de normalité. À la fois leur donner ces moyens de traverser ces moments, cette navigation, ce monde vulcanisé dont on parle beaucoup à titre personnel, mais aussi lorsqu'ils occupent des fonctions de direction importantes dans les organisations, à être des influenceurs positifs sur l'évolution de leurs propres organisations par rapport aux enjeux qui sont posés par cet nouvel environnement. Alors j'en viens à l'executive MBA, parce que l'executive MBA, justement, c'est un programme qui s'adresse aux cadres dirigeants, aux talents de haut potentiel, également aux entrepreneurs qui sentent et qui se retrouvent dans tous les sujets qu'on est en train d'embarquer ensemble et qui sont, comment dirais-je, qui sont convaincus de la nécessité de faire autrement et donc de la nécessité de s'outiller pour pouvoir justement faire autrement, et qui vont, à travers cette expérience de l'executive MBA, se rendre compte à quel point leur mindset se transforme. Pour tout vous dire, je suis dans une période de soutenance finale d'un de nos programmes MBA avec des participants, et là, au-delà des projets qu'ils mènent actuellement, ce qui leur ressortent profondément des 18 mois qu'ils passent pendant cette formation, c'est la transformation personnelle et collective qu'ils ont été amenés à vivre au cours de ce parcours. Au-delà des apports évidents, techniques, de connaissances, mais c'est vraiment cette ouverture et cette transformation personnelle. Alors, l'executive MBA Audencia, qu'on lance donc avec Mohamed, que je vois et que je salue ici présent,
en partenariat avec Euromed. C'est vraiment un Executive MBA, un programme Executive MBA 1 qui est reconnu internationalement, qui possède l'accréditation internationale AMBA, qui est dans les meilleurs classements au niveau international, donc qui a une véritable réputation, un véritable rayonnement à l'international. Et c'est un programme reconnu donc internationalement et par les classements, qui introduit et qui a toujours embarqué la question de la RSE de manière prégnante, notamment à travers de cours obligatoires dans le parcours qui sont dédiés précisément à cette thématique. Et là encore, je me tourne vers André qui intervient dans le cadre des Executive MBA et qui enseigne justement et qui introduit et enseigne, discute, partage avec les participants sur justement un cours sur les principes de la RSE. Mais c'est également une thématique pour les MBA, entre autres, qui est embarquée sur l'ensemble des cours qu'on va être amené ou que vous allez pouvoir être amené à suivre, qu'ils aillent de la question des RH, qu'ils aillent de la question de la conduite du changement, jusqu'à la question de la finance. Et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard en essayant d'être le plus court possible. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important, cette dimension-là. Et au-delà de la dimension RSE, vous avez évoqué aussi la dimension de l'éthique. Bon, on a des cours en business éthique qui justement vise à travailler sur ce mindset du manager de demain et du cadre dirigeant de demain. C'est aussi quelque chose qui est embarqué dans les électifs. On a un certain nombre de cours que les participants peuvent être amenés à choisir. Et pour vous donner un exemple très concret, par exemple, on a des participants de l'Executive MBA en France qui ont construit avec nous, en collaboration avec Audencia, justement un cours électif dédié sur ces questions de la RSE. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est embarqué à travers les Learning Trips, Learning Expedition, que les participants ont à réaliser dans le cadre du programme. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je pense qu'avec Mohamed, on a prévu d'avoir un temps plus approfondi justement de présentation du programme, mais c'est quelque chose quand même qui est extrêmement aussi important à embarquer. Et plus largement, et ce sera mon propos final, la MBA Community, c'est 8 programmes à l'international. 8 programmes à l'international en France, sur 3 continents, en France, en Chine et en Afrique, avec de prochaines ouvertures, notamment en Amérique centrale, Amérique latine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ces questions-là, ces programmes sont des programmes avec une grande similarité en termes de contenu, néanmoins adaptés selon évidemment les contextes culturels, mais qui embarquent tous ces questions à l'international avec une grande richesse liée justement à cette MBA Community sur le fait qu'on va pouvoir justement croiser les visions, c'est-à-dire rejoindre un programme Executive MBA au Maroc, ça veut dire rejoindre cette MBA Community et donc s'offrir un horizon de découverte de nouvelles visions sur l'ensemble des questions managériales et notamment de RSE avec d'autres cultures. Donc, c'est un véritable aussi enrichissement personnel qui va justement participer de cette transformation personnelle. Et c'est aussi à travers cette ouverture aux autres que justement les organisations pourront compter sur des managers qui seront en capacité d'accompagner les transformations de leurs organisations à un moment où justement elles requièrent au niveau, ces organisations au niveau collectif et individuel, une véritable agilité, mais en véritable conscience des enjeux d'ordre économique, environnementaux et sociaux auxquels on doit faire face. Pardon, j'étais un peu long, mais je voyais précisément entre les propos qui ont été tenus jusqu'à présent et justement l'aventure qui s'ouvre pour les participants qui rejoignent un Executive MBA, une connexion absolument parfaite. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lolo. Ça donne très, très envie de s'inscrire. Je ne sais pas quelle est l'adresse email à laquelle on peut poser sa candidature, mais vous avez déjà un candidat potentiel. D'ailleurs, je pense que ça serait bien, si Moufaq ou n'importe lequel d'entre vous, ça serait bien de pouvoir peut-être simplement dire en quelques secondes à nos participants comment on fait pour s'inscrire, quelle est la démarche, quel est le site web, ou enfin, en tout cas, quelle est la démarche pour le faire. Mais ça, c'est la question un peu, j'allais dire, de procédure, hein, mais peut-être sur le fond, j'aimerais simplement vous demander
de refaire un tour de piste sur deux questions qui me semblent intéressantes. Il y en a plein, de questions intéressantes, mais il y en a deux en particulier. La première, c'est, je veux être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez quasiment tous dit d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans le contexte Covid, dans le contexte de crise aujourd'hui sanitaire, mais crise avec un S parce que depuis quelques années, on vit des cycles de crise qui sont de plus en plus rapprochés. Tellement, tant et si bien d'ailleurs, qu'elles deviennent presque structurelles. La notion de crise n'est plus quelque chose de conjoncturel, elle est structurelle. Est-ce qu'on peut dire, vous l'avez dit, mais j'aimerais bien que vous refaire le tour de piste pour le clarifier, est-ce qu'on peut dire on est plus résilient, on est plus performant quand on est responsable, quand on est RSE. Donc ça, j'aimerais bien refaire un tour de piste sur cette jonction plus spécifique entre ces deux concepts. Et le deuxième, alors là pour le coup c'est un peu une question peut-être un peu personnelle parce que je suis peut-être celui dans la salle qui m'y connaît le moins sur ces questions que vous avez évoquées avec pertinence. Mais justement, c'est bien qu'un néophyte comme moi puisse poser la question. Il y a la RSE, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a l'économie sociale, il y a l'entreprise sociale, il y a l'innovation sociale. J'ai eu l'occasion de participer à toutes sortes d'initiatives sur tous ces concepts. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de clarifier la sémantique, peut-être d'actualiser le logiciel de ce qu'il y a derrière ces différentes, ces différentes expressions, d'autant plus que Mme Slaoui Benani l'a dit avec clarté, et je crois que tous les autres également, in fine, parler de RSE, si j'ai bien compris les messages que vous avez tous partagés, c'est parler de tout, en réalité. C'est parler de la nouvelle entreprise, en quelque sorte, de la nouvelle identité de l'entreprise dans un monde qui nécessite de donner un nouveau sens, un purpose, comme on dit les anglo-saxons, un nouveau sens à la notion d'entreprise et donc d'entreprendre. Voilà, deux questions que je voulais vous poser avec la petite demande également de pouvoir dire à ceux qui nous suivent comment s'inscrire tout simplement à ce merveilleux Executive MBA. Peut-être en refaisant le tour, on va commencer par Madame Slaoui Benani, honneur aux dames, à tout seigneur, tout honneur, et puis ensuite on reprendra dans l'autre sens. Madame Slaoui Benani. Alors pour ce qui est de l'inscription à l'Executive MBA, je passe. Je laisserai les autres participants le dire. Alors, concernant la résilience des entreprises RSE, on va prendre une image. On va considérer qu'un chef d'entreprise, c'est un capitaine. Il conduit un bateau. Alors, plus le bateau est… Imaginons que nous sommes en pleine tempête. C'est la crise. Plus le paquebot est grand, plus il est structuré, plus il y a de gilets de sauvetage, plus il y a de matériel de sécurité, etc., plus ce bateau va passer, d'instruments aussi de navigation, plus ce bateau va passer sereinement cette tempête. Ça, c'est les grandes entreprises qui sont bien structurées et qui ont un ancrage RSE très important. Clairement, elles s'en sortent mieux que les autres. Maintenant, admettons que vous soyez capitaine d'un tout petit bateau au milieu de cette tempête et que votre seule préoccupation, c'est votre survie et la survie de vos passagers. Là, clairement, les questions RSE, je vous dirais, passent un petit peu par-dessus bord. Je vous le dis, je vous le dis un peu de manière caricaturale, mais disons qu'il faut, en période de crise, personnellement, je pense qu'il faut avoir les moyens
de sa politique, d'un investissement dans la RSE. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on nie tous ces engagements RSE, non, loin de là. Mais ça veut dire que, par exemple, tout notre engagement sociétal, si par exemple on faisait des dons à des associations, eh ben, on va le faire beaucoup moins, clairement, parce que l'ambition est quand même de sauver l'entreprise. Si on était absolument irréprochable sur les délais de paiement de nos fournisseurs, eh ben, on va l'être un peu moins, parce qu'on va avoir un arbitrage entre payer ses salariés et payer ses fournisseurs, et très souvent, on va faire un arbitrage par rapport à ses salariés. Donc, on va faire un petit peu de concession par rapport à cette approche. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment cette distinction pour ne pas faire comme si la RSE est la solution miracle pour s'en sortir en période de crise de manière très théorique, etc. Il y a la pratique qui montre aussi que ça dépend de la résilience de l'entreprise. Et surtout, ce n'est pas un seul facteur qui permet de se sortir de la crise. La RSE peut y participer, mais elle seule ne parviendra pas à sauver une entreprise. Elle aidera, mais elle n'y parviendra pas seule. Ça, c'était par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question sur cette diversité de concepts entre entreprise sociale, social business, entreprise à mission, on va imaginer 3 cercles. On va imaginer un premier cercle qui est celui des entreprises privées, de l'économique. On va envisager un deuxième cercle qui est celui du public. Et on va imaginer un troisième cercle qui est celui de la société civile. Si vous prenez le concept de l'entrepreneuriat social, du social business, eh bien, c'est exactement l'espace qui est à la jonction des trois. C'est-à-dire qu'on est dans un concept où on n'est pas dans une entreprise qui cherche que le profit, on n'est pas non plus un opérateur public qui ne cherche que la satisfaction des citoyens, on n'est pas non plus une société civile qui est dans l'associatif, on est dans la jonction des trois, dans un nouveau modèle, un changement de paradigme. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme où l'entreprise à la fois permet de produire et donc de produire de la richesse économique, de satisfaire souvent des besoins sociaux. Les entreprises vont de plus en plus vers des secteurs sociaux qui autrefois étaient réservés au secteur public, et en même temps de faire appel à cette compétence qui est le troisième secteur. Et donc, c'est à la jonction de ces trois-là, c'est donc un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui permet de faire la synthèse entre des choses qui ne se parlaient pas autrefois. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais c'est un nouveau concept qui, à mon sens, est extrêmement puissant, qui a été extrêmement documenté, évidemment, par des très grands chercheurs dans les plus grandes universités, et qui montre comment ce modèle est le modèle probablement de demain, parce qu'il permet de faire la jonction entre l'ensemble des besoins. Lorsque vous faites la jonction, ça c'est l'entreprise sociale, lorsque vous faites la jonction uniquement avec chacun des deux cercles, vous vous retrouvez dans un des autres concepts. L'entreprise qui va être à la fois à la recherche de richesse économique et qui en même temps va chercher à faire du progrès social, à participer au projet social, va être une entreprise qui va être proche d'une philosophie RSE, ou une entreprise qui va être une entreprise à mission. Donc, en fonction des cercles que vous touchez, eh bien, vous êtes une typologie d'entreprise différente. Plus vous cochez de cases, plus vous allez vers le modèle de l'entrepreneuriat social. Voilà, de manière peut-être un peu imagée, une façon d'expliquer ces différents concepts. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, on s'en fout des concepts. L'essentiel, c'est vraiment de se dire que l'entreprise performante, c'est une entreprise qui intégrera ces trois dimensions, qu'elle doit gagner de l'argent tout en répondant à un besoin des citoyens et tout en intégrant les problématiques sociales. C'est aussi simple que ça, sans théorie, sans chichi, et c'est vers ça que je pense nos entreprises sont en train d'aller, en tout cas celles qui performeront iront vers ce modèle-là. Merci beaucoup. André Zobzak, vous êtes d'accord avec Madame Slaoui Benali? Je suis presque d'accord, effectivement. Je trouve ça très intéressant, effectivement, comme approche, et merci, effectivement, pour cet échange qui est vraiment très intéressant. De mon point de vue, oui, en fait, une entreprise qui s'intéresse à la RSE, effectivement, est plus résiliente. Pourquoi? Parce que pour moi, la RSE, comme cela a été dit, en fait, c'est pas une liste de choses, en fait, à cocher. La RSE, finalement, c'est de répondre aux attentes des différentes parties prenantes.
les salariés, les clients, les fournisseurs, la société civile, etc. Et donc, ça suppose finalement que l'entreprise soit vraiment en veille par rapport en fait à ces différents acteurs en fait. Et finalement, c'est ça, je pense, qui fait que l'entreprise effectivement est apprenante. Vous l'avez dit, Madame, effectivement que le label en fait que vous avez mis en place au Maroc, effectivement, c'est pas juste effectivement je suis déjà parfait. Aucune entreprise, de mon point de vue, peut être parfaite et répondre à l'ensemble des enjeux socio-environnementaux, mais elle est dans une démarche de progrès. Et c'est parce qu'elle est dans une démarche de progrès qu'elle va aussi pouvoir en fait s'adapter en permanence aux différentes crises effectivement qui se posent effectivement à nous. Donc pour moi effectivement la RSE c'est vraiment un processus d'apprentissage avec les différentes parties prenantes. C'est effectivement les relations de confiance en fait que j'ai mentionné à un moment donné. En fait, la capacité pour moi d'une entreprise de créer des relations de confiance avec les salariés, les fournisseurs, les différentes autres parties prenantes, c'est ça qui va faire qu'elle soit plus résiliente, plus durable, plus pérenne en fait dans la durée. Et effectivement, par rapport à la crise, évidemment, je partage effectivement le fait que c'est plus compliqué. Mais moi, je l'ai considéré aussi toujours que la responsabilité effectivement, qui est attendue de la part d'une entreprise, elle est très liée finalement à sa capacité d'influence et à son pouvoir économique. Et donc, évidemment, une grande entreprise, le grand paquebot, effectivement, elle va effectivement pouvoir peut-être plus sereinement en fait, passer la crise, mais en même temps, on va aussi attendre de ce grand paquebot de faire beaucoup plus de choses et effectivement d'aider aussi les plus petits. La PME, effectivement, vous avez évoqué effectivement les délais de paiement. Peut-être effectivement c'est un peu plus compliqué, mais je dirais pas pour autant que l'entreprise soit moins responsable. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, en fait, la RSE, c'est aussi un équilibre entre la contrainte effectivement économique, les contraintes sociales, les contraintes environnementales. Et si effectivement à un moment donné l'entreprise se mettrait presque en danger en poursuivant en fait, par exemple le respect des délais de paiement ou même l'être plus rapide en fait que ce que la loi lui impose, si l'entreprise continue à avoir beaucoup d'activités de mécénat et qu'en même temps du coup elle se met en danger elle-même et elle met en danger les emplois, c'est pas non plus vraiment la dimension la plus responsable effectivement qu'on peut attendre en fait d'elle. Donc finalement c'est toujours un arbitrage alors qui parfois peut être un peu frustrant hein, parce qu'on a beaucoup de personnes effectivement qui aimeraient bien avoir une définition très précise, immuable en fait de la RSE. Mais finalement, c'est cette agilité, mais c'est aussi cette agilité justement que je trouve le plus intéressant dans l'idée de la RSE. Par rapport à la deuxième question, effectivement, pourtant, en fait, il a un parcours de juriste. En fait, moi, j'ai jamais considéré que c'était en fait les questions de statut qui étaient les plus importantes. Moi, j'ai rencontré en fait des entreprises purement capitalistiques, cotées en bourse, en fait, où il y avait des dirigeants qui avaient un leadership, qui avaient des valeurs personnelles et qui avaient compris que en respectant en fait des enjeux environnementaux et sociaux, elles pouvaient sauvegarder en fait l'entreprise dans la durée et la rendre plus performante. Elles ont pu le faire avec cette capacité justement de leadership. J'ai vu de l'autre côté des associations sociales qui n'avaient a priori pas d'objectif de rentabilité, qui le faisaient beaucoup moins en fait parce que finalement ils avaient des leaders en fait qui n'étaient pas capables en fait de faire les liens en fait. Donc moi en fait je pense vraiment ce qui compte le plus c'est la capacité des dirigeants d'avoir une vision et de la mettre en œuvre en fédérant les différentes parties prenantes. Et effectivement, c'est ça, en fait, je pense aussi, qui est le cœur, en fait, de ce programme, en fait, qu'on essaie de mettre en place. Alors, évidemment, on peut créer des sous-catégories, etc., mais tout ça aussi, pour moi, c'est très lié au secteur économique, au secteur culturel et à la culture, finalement, de l'entreprise. Les études en fait, que je mentionnais encore récemment m'ont vraiment fait comprendre qu'il n'y a pas un modèle en fait, de la RSE. En fait. Finalement, c'est que du sur-mesure, c'est que en fait, un compromis complètement instable, mais du coup aussi peut-être plus résiliente en fait, qui se met en place en négociant avec l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup aussi, Mohamed. Avec ton micro, s'il te plaît, allumé. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Bien, je vais répondre à ta première question pour l'inscription aux exécutifs MBA. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de l'UMF
et vous avez une page qui est consacrée au diplôme exécutif MBA et dans laquelle vous allez trouver la page d'inscription. C'est très simple, il y a aussi un numéro de téléphone, une adresse email que les gens peuvent contacter et ils peuvent directement me contacter pour discuter de leur inscription. En ce qui concerne les autres questions, je voudrais d'abord répondre à Mme Slaoui concernant la période de Covid, puisque nous vivons la période de Covid. Je voudrais dire qu'en cherchant un petit peu ce matin il y avait des enquêtes qui ont été menées sur ce que les entreprises font durant cette période. J'ai trouvé quand même deux enquêtes qui ont été faites, bien sûr en France, je n'ai pas trouvé au Maroc. La première a été faite par l'ANDRH, c'est l'Association nationale des directeurs de ressources humaines de France en septembre, auprès de 5000 entreprises adhérentes, et qui conclut que la RSE passe devant même le développement du télétravail pour les priorités pour 2021. Et c'est pour 53% des DRH au lieu de 27% cette année. Ça, c'est la première enquête sur la prise en compte de cette crise sanitaire. La deuxième, c'est le baromètre de Mazars, que les DRH connaissent très bien, qui a sorti sa dernière estimation le mois d'octobre dernier et qui conclut aussi est-ce qu'il y a une grande maturité des entreprises sur le sujet de la RSE et que les DRH vont prendre en considération encore plus aujourd'hui que les années précédentes. Je voudrais aussi poser une question à Mme Slaoui concernant la réaction des entreprises pour dire est-ce que vraiment on peut se limiter à une charte au niveau du Maroc pour la RSE? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les entreprises soient aiguillonnées par une réglementation ou par une loi? Si on veut prendre l'exemple de la France, la loi Pacte a permis d'introduire cette notion au niveau de l'objet de l'entreprise. Est-ce qu'au Maroc, on n'a pas besoin aussi de cette incitation aux entreprises pour qu'elles soient plus responsables? Et au niveau des entreprises, il faut dire aussi que durant cette crise économique, il y a des entreprises qui ont profité de la crise sanitaire. On voudrait, pour exemple, les entreprises technologiques qui ont fait beaucoup de bénéfices durant cette année, mais on n'a pas remarqué qu'ils ont amélioré leur RSE ou ils ont parlé de consacrer une partie de ce nouveau bénéfice à des actions RSE. Donc voilà, il y a aussi le problème des entreprises qui sont en train de faire le vaccin aujourd'hui. On sait qu'il va y avoir des bénéfices énormes derrière cette crise sanitaire. Et hier, Pfizer, quand elle a fait l'annonce de la réussite de son vaccin, elle n'a pas annoncé en même temps une action pour les pays qui n'auront pas les moyens d'acheter ce vaccin. Est-ce que les pays doivent s'endetter pour vacciner leur population ou bien ils vont faire un effort pour que le vaccin soit vendu au prix de son coût, par exemple? Vous voyez que la RSE, même pour les grandes entreprises aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire pour les sensibiliser à cela. Merci beaucoup. Merci, Si Mohamed. Monsieur Nolo, que vous inspire ce premier round de débat? Votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y avait une question de Mohamed, peut-être à Madame Slaoui. Je vais peut-être laisser Madame Slaoui répondre à Mohamed. Alors, je représente ici évidemment la CGM. Je n'ai pas l'honneur d'être un membre du gouvernement. Donc, est-ce que la RSE devrait être plus récompensée par le gouvernement? Je ne peux que vous répondre oui. Nous, au niveau de la CGM, on fait notre maximum. C'est-à-dire qu'on a établi une charte, on met en place un label, on met en place des sites, on informe, on fait des conférences comme celle-ci pour essayer de sensibiliser. Nous jouons notre rôle. Le gouvernement aussi peut jouer davantage son rôle sur ces questions. Alors, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Ça peut être pour faire de l'incitation, vous pouvez avoir des bonifications au niveau des marchés publics, vous pouvez changer la réglementation, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ça, c'est un très, très long débat.
mais malheureusement, qui n'est pas du ressort de la CGEM, qui, je pense déjà, a le mérite de faire ce qu'elle fait sans en être absolument pas, sans être obligée de le faire. Donc, ensuite, évidemment qu'il y a des entreprises qui ont profité du Covid, c'est clair. Mais si je vous demandais de me donner des statistiques entre celles qui en ont profité et celles qui en ont pâti, je pense que les statistiques vont largement pencher vers les deuxièmes. Donc peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on se cache derrière ça. Nous sommes en train d'aller vers un drame économique. Je pense qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver sur 2021. Je pense qu'il faut qu'on l'accepte pour pouvoir réagir réellement. Parce que si, à mon avis, à mon humble avis, on commence à se dire mais certains en profitent, certains ont su réagir, etc., on se rassure quelque part de manière inconsciente. Peut-être qu'il serait préférable de se préparer à ce qui est en train de nous arriver pour pouvoir mettre en place un vrai plan d'urgence, j'ai envie de dire, pour sauver ces entreprises. Les grandes entreprises qui sont RSE, etc., vont s'en sentir mieux, comme toujours. Les PME vont largement souffrir, même si elles ont de très bonnes intentions en matière RSE, même si elles font de leur mieux, etc. Et je pense que nous devons vraiment nous retourner vers ces PME parce que nous allons très probablement vivre une succession de faillites qui va être assez difficile à gérer. Je suis désolée de plomber l'ambiance, mais c'est bien peut-être d'avoir conscience de cette réalité-là, en fait. Et sans le savoir, Madame Slaoui Benani, vous avez également répondu à plusieurs des questions de nos auditeurs. Donc, merci par avance également pour cette réponse qui englobe également une réponse à plusieurs questions qui ont été posées dans la même direction. Monsieur Nolo ? Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter, notamment par rapport à ce que peuvent évoquer André et Madame Slaoui, parce qu'effectivement, ce sont les experts et je partage totalement effectivement ce qui a été dit. À titre personnel, mais là, c'est vraiment ma dimension personnelle qui s'exprime. Je pense que pour répondre et je ne répondrai à mon niveau qu'à la première question sur la résilience et RSE, ce que j'ai laissé entrer. Je n'aurais pas de meilleure réponse sur la seconde question par rapport aux différents intervenants. Et puis, Mohamed a déjà répondu à la troisième, donc c'est très bien. Donc, mais juste une inspiration personnelle. Par rapport à la première question, je vois deux niveaux. Je vois au niveau individuel et au niveau organisationnel. Au niveau individuel, et peut-être que c'est là pour le coup très conceptuel et très personnel, mais j'ai le sentiment que oui, on peut être plus résilient lorsque, effectivement, quand on est RSE. Alors après, là, c'est une discussion qu'avec les experts, on pourrait avoir, c'est qu'est-ce qu'on y met vraiment à l'intérieur, parce qu'effectivement, c'est un objet, du point de vue conceptuel, qui embrasse un certain nombre de choses, et je ne suis pas assez, comment dirais-je, expert pour vraiment délimiter les frontières de ce qu'on pourrait entendre par RSE. Mais en tous les cas, ce qu'on entend, c'est quand même beaucoup de valeurs autour, effectivement, de conciliation de l'économique, du social, de l'environnemental. Et ce que j'entends, moi, derrière ça, à titre personnel, alors je ne sais pas, et je lance la question à l'ensemble du panel, mais moi, j'entends beaucoup une question de sens. Et à titre individuel, oui, dès lors que je suis en accord avec ce qui fait sens pour moi, je me sens beaucoup plus résilient. En tous les cas, oui, je constate ma résilience dans les épreuves que je peux être amené à traverser à titre personnel, comme on est tout à chacun amené à traverser. Ça, c'est plus au niveau personnel, c'est-à-dire qu'effectivement, ça renvoie à la question des valeurs, et je crois beaucoup en ça, en fait. Et ça m'amène au deuxième niveau, au niveau organisationnel. Pour tout vous dire, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Et je donnerai une réponse en deux temps. Il y a le court terme et il y a le moyen-long terme. À court terme, effectivement, la crise qu'on traverse peut nous amener à nous détourner justement de ces questions-là et pour revenir aussi à la question qui a été posée par Mohamed à un moment de temps, de se raccrocher à des réponses immédiates liées à des situations de survie économique. Pour certaines organisations, c'est de cet ordre-là. Et donc effectivement, les embarquer sur des réflexions plus de l'ordre autour de la RSE, j'en ai eu avec certaines entreprises, on va me dire, non, attendez, c'est pas le sujet là. Aujourd'hui, on est dans des impératifs plus pragmatiques. Mais néanmoins,
si on se projette, c'est-à-dire qu'on traverse comment dirais-je, ce nuage-là, un petit peu de perturbation dans lequel on est embarqué internationalement, globalement, ça deviendra un impératif. Et je parle sous le contrôle d'André, c'est même déjà devenu un impératif. Et un impératif qui nous est rappelé à la fois du point de vue environnemental, et quand j'entends environnemental, je ne parle pas que sous l'angle de la nature, qui nous le rappelle de manière assez forte, mais aussi sur l'aspect sociétal. Je veux dire, on se rend bien compte qu'il y a des vraies préoccupations sur ces sujets et qui auront de toute façon un terme, si on ne les adresse pas, des répercussions d'ordre économique et financier. Donc, on est dans un mécanisme circulaire. On n'aura pas le choix. Et puis, on y est poussé par les nouvelles générations, on le voit notamment, mais c'est la même chose à Euromed, mais les jeunes générations, notamment je vois dans le cadre du programme Grande École, mais au-delà, dans les exécutifs MBA, on est, comment dirais-je, par les participants, challengés sur ces questions, d'aller encore plus loin par rapport à ces préoccupations, pour justement doter chacun de ces outils qui leur permettront aussi de pouvoir être des agents d'influence de l'intérieur. Je ne crois pas à la grande révolution où on aura un basculement radical de tout le monde aligné sur ces questions. On est sur de l'incrémental progressif, mais on sent que le mouvement est déjà en marche. Et des organisations qui, à moyen long terme, ne voudraient pas adresser ces questions-là feraient une grave erreur stratégique, à mon sens, et se mettraient en difficulté dans un environnement où ça devient quand même des questions de survie, d'être en détournement de ce que leur demande d'adresser l'environnement, mais ce que leur demande aussi d'adresser les talents dont elles vont avoir besoin pour relever les défis qui vont se dresser devant eux. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais c'est vraiment le sentiment, un sentiment personnel par rapport à cette question. Merci, M. Nolot, et on n'aurait pas pu espérer une meilleure conclusion en réalité par rapport aux travaux, puisque nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un grand merci à tous nos intervenants. Je pense que vous avez été très clairs, vous avez mobilisé plusieurs expériences pour démontrer l'importance de la RSE dans sa version actualisée par rapport au monde d'aujourd'hui, la grande transition qui vient devant nous, à la fois pour la gestion et l'anticipation des opportunités qui se présentent, mais également, comme le rappelait Mme Slaoui-Benani, pour gérer les défis qui sont devant nous et sur lesquels il faut que nous soyons lucides pour pouvoir être dans une anticipation et dans l'action, bien entendu. Pour toutes ces raisons, je pense qu'on ne peut que se féliciter de l'initiative prise par l'Université Euromed de Fès, sa Business School et Audencia. Donc, vraiment un grand bravo pour cette initiative. Je pense qu'elle vient à point nommé dans un contexte. Peut-être qu'au moment où vous étiez en train d'avoir vos premières discussions, vous n'imaginiez pas que le contexte serait aussi approprié. Je vais utiliser un terme un peu neutre malgré tout, mais je voudrais simplement peut-être suggérer qu'une synergie soit faite avec la CGM et la commission que préside Mme Slaoui-Benani par rapport aux activités du MBA, du exécutif MBA, parce que, in fine, il y a bien entendu une interaction forte entre le monde académique et le monde de l'entreprise qui doit être également le fil conducteur de cette évolution. On parle des entreprises citoyennes, les universités sont également citoyennes, par définition d'ailleurs, et in fine, c'est cette gouvernance un peu globale qui se réunit dans le sujet que nous avons évoqué. Donc un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux très nombreux qui sont encore à nous suivre par cette heure tardive. On est encore à plus de 70 personnes connectées. Merci à tous ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Malheureusement, on n'a peut-être pas pu entrer dans beaucoup de détails par rapport à toutes les questions que les uns et les autres souhaiteraient poser, mais je suis certain que nos intervenants sont disponibles pour éventuellement répondre à toutes les questions qui pourraient venir par la suite. Merci également à toutes les équipes de communication de l'Université Euromed de Fès pour l'organisation de cet événement, à ma collègue
du RIMAS, du Research Institute for European and Mediterranean and African Studies, le think tank de l'Université Euromed de Fès, qui est également un des partenaires de cet événement. Et donc, avec tous ces mots de remerciement et, j'allais dire, ce bol d'oxygène en termes d'information, en termes d'analyse, en termes de perspectives de réflexion, que je voudrais conclure cette session en vous remerciant encore une fois et en peut-être espérant qu'on puisse avoir d'autres occasions de nous retrouver pour approfondir un peu l'ensemble de ces réflexions. Merci à toutes et à tous et à très bientôt et soyez prudents. Au revoir à tous et merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.